Bienvenue dans le débat. On va parler de l'autre guerre, la guerre en Ukraine. Les chefs d'État et de gouvernement sont à Chypre pour un sommet informel et Volodymyr Zelensky est présent. Le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à Kiev est définitivement validé puisque Viktor Orban a perdu les dernières élections en Hongrie au profit du pro-européen Peter Magyar et un 20e paquet de sanctions contre la Russie a été approuvé également alors qu'il était auparavant bloqué par la Hongrie et par la Slovaquie. Sur le terrain, des frappes russes ont fait 3 morts en Ukraine, à Dnipro. Les bombardements russes continuent, ils ont continué à Soumy il y a 2 jours. Mais les Ukrainiens ont lancé des offensives qui ciblent les nerfs stratégiques de l'appareil militaire russe. La situation en Ukraine en guerre est plus stable, la plus stable depuis l'été, a martelé Volodymyr Zelensky. Les négociations, elles, sont au point mort. Le président ukrainien veut ouvrir des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Son pays, dit-il, mérite une pleine adhésion à l'Union européenne et pas seulement symbolique. Alors l'Europe post-Orban est-elle un succès pour Zelensky ? Est-ce un sommet historique finalement pour Kiev que ce sommet à Chypre ? Quelle est la situation sur le terrain face à la Russie ? Les discussions sur une entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'Union européenne vont-elles reprendre ? On va poser ces questions à mes invités. Jean-Paul Paloméros est avec nous. Bonsoir général, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Merci d'être là. Paul Gogo est avec nous ce soir. Bonsoir. Journaliste indépendant, ancien correspondant à Moscou, auteur de Moscou Parano. Et ça, c'est aux éditions du Rocher. Nous avons avec nous Pascale Joannin. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bienvenue. Par Teams, Olivier Weber, grand reporter et écrivain, auteur. Ça, c'est votre livre qui va paraître le 6 mai prochain, Olivier. Des anges et des ogres. Et c'est publié chez Kalman Levy. Le sommet européen à Chypre, qui a lieu en ce moment même, a donc acté le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. On va écouter tout de suite la réaction de Volodymyr Zelensky. Merci infiniment pour cette décision forte, fondamentale, prise à l'unanimité par les dirigeants de l'Union européenne. Nous en sommes très reconnaissants. Pascal Joannin, on le voit entouré de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de Costa, Antonio Costa, le président du Conseil. Est-ce qu'on peut dire là vraiment qu'il y a un avant et un après la chute d'Orban dans cette Union européenne, dans le soutien à l'Ukraine? Alors, on peut dire que ça a été rapide. Ça a été rapide parce qu'en effet, Viktor Orban était celui qui bloquait récemment parce que pendant plusieurs années, il n'a pas vraiment bloqué. Il a bloqué là récemment pour d'abord des histoires de politique intérieure. Il y avait des élections le 12 avril et parce qu'il y avait eu en effet ces missiles russes qui avaient endommagé l'oléoduc de Druzhba et donc il avait fait un espèce de chantage en disant tant que vous réparez pas, donc ce qui était sur le territoire ukrainien, tant que vous réparez pas cet oléoduc, je bloquerai les sanctions, le 20e paquet et je bloquerai l'aide que vous demandez. Alors, en effet, ça a duré plusieurs semaines. Cela a duré plusieurs semaines. Donc, Viktor Orban a perdu, mais c'est lui qui aujourd'hui a levé le veto quelque part, puisqu'il est encore Premier ministre quelques jours, et c'est lui qui il s'est donc remis pour un barreau de départ. Il s'est remis un peu dans le grand en disant maintenant j'ai mon oléoduc qui remarche, alors je vais pouvoir en effet donner la fin du veto pour en effet l'aide à l'Ukraine et le paquet de sanctions. Oui, parce que c'est vrai que Paul Gogo, cet oléoduc, finalement, redémarre. Il va y avoir donc de la livraison de pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie, me semble-t-il. Oui. Et donc, en fait, la Russie n'a pas tout perdu. Non, et puis de toute façon, la Russie ne mise pas tout non plus sur ce genre de stratégie. C'est-à-dire que de manière générale, avec les Européens, la Russie prend ce qu'il y a à prendre. C'est un travail de très long terme, ce travail de division des Européens. Et le Kremlin sait très bien selon quelles règles nous fonctionnons et selon quelles règles il joue. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ça, mais nous, on a des pays démocratiques avec des élections en Europe. Et donc, il sait que parfois, alors pour lui, c'est un avantage, il suffit de patienter un peu pour qu'une situation puisse se retourner complètement à son avantage ou à son désavantage. Mais ça ne change rien, en tout cas, à sa stratégie, qui est une stratégie de la division sur le long terme. Et ces acteurs, il n'a pas toujours la chance d'avoir, on va dire, un Premier ministre ou un président qui est totalement dans sa poche.
Des fois, c'est juste plus subtil que ça et ils s'en accommodent totalement aussi. En fait. Ce sera un peu l'héritage Orban, finalement, que cette réouverture de cet oléoduc avec ce pétrole qui va être Oui, alors, destiné à la Hongrie. Le pétrole, ça a toujours été dit depuis longtemps, même si en effet il y a des sanctions, que ces deux pays, comme ils n'ont pas d'autres alternatives pour le moment, tant qu'ils n'ont pas pu faire un changement, ils avaient encore le droit d'acheter du pétrole russe pour une période donnée. Donc en effet, c'est quelque chose qui était prévu. C'est-à-dire que c'était une espèce d'une clause particulière, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a quand même perdu, ou tout du moins son ministre des Affaires étrangères, le ministre, son homologue hongrois, qui lui racontait tout. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il trouve une autre personne qui, étant dans la pièce, peut lui communiquer en effet. Alors, est-ce que ça pourrait être le Premier ministre bulgare? On va y revenir. Mais je vais d'abord poser une question au général Paloméros. Général, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une concurrence entre les conflits là? Il y a le Moyen-Orient d'un côté versus l'Ukraine, concurrence donc dans le soutien américain, dans le soutien européen, et ce prêt de 90 milliards d'euros qui est essentiel à l'Ukraine, puisque si je comprends bien, c'est 2/3 pour des dépenses militaires. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas une concurrence, on ne peut pas dire ça comme ça. Il y a une imbrication, il y a une intrication, je dirais, pour parler en mode quantique, des conflits. Les uns résonnent sur les autres. On voit bien que, pour prendre des exemples très concrets, la livraison de missiles patriotes PAC-3 les plus avancés, tout le monde en demande, face aux missiles balistiques qui sont maintenant devenus monnaie courante. Et en particulier, le président Zelensky, à juste titre. C'est la seule manière qu'il ait d'arrêter des Iskander. On pourra revenir un peu sur tout ça si vous le souhaitez. Mais, et puis, l'attention. Oui. L'attention, c'est notre attention. C'est notre guerre, on l'a dit. L'autre, on s'interroge, est-ce notre guerre? Notre guerre, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle beaucoup moins, en raison de cette guerre au Moyen-Orient. Il y a des morts au quotidien. Il y a des infrastructures qui ont été touchées. Les Ukrainiens ont survécu courageusement, une fois de plus, à un hiver terrible, où M. Poutine leur a rendu vraiment la vie. Je dirais, on ne sait même pas comment les Ukrainiens survivent. Mais en tout cas, non seulement ils survivent, ils ont réussi à construire une industrie de défense. Et on pourra revenir sur ce qu'ils produisent parce que c'est très intéressant. Et ils s'adaptent. En permanence, ils s'adaptent avec des jeunes chefs aussi, comme le ministre de la Défense, mais on y reviendra peut-être. Donc, je crois que c'est bien qu'on tourne un peu les projecteurs là-dessus, qu'il y ait effectivement... on profite de ce prêt. Enfin, ce prêt qui vise 2 ans, hein, c'est 45-45. Donc oui, 26-27. Hein. 26-27. Oui, c'est toujours 2 ans. Voilà. Faut le diviser 45 par 2 avec 45. Ça vient s'ajouter quand même à 40-50 milliards déjà donnés. Donc, on ne peut pas dire que l'Europe ne soit pas là. Là, pour le coup, M. Trump, il ne pourra pas nous rétorquer ça. En revanche, il tient des clés, comme j'ai dit, les missiles, la défense antimissile. Les fameux patriotes. Oui. Mais les Ukrainiens font autre chose, mais on pourra y revenir. On va y revenir. Olivier Weber-Zelensky a applaudi ce prêt vital pour l'Ukraine et revient au centre de l'attention, finalement, grâce à ce geste européen. Olivier, on vous a perdu, malheureusement. Bon, j'espère qu'on va vous retrouver bientôt. On va écouter Emmanuel Macron qui a réagi également sur le déblocage de ce prêt à l'Ukraine. Le blocage du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, agréé en décembre dernier, va devenir une réalité. Et c'est une très bonne chose et je fais confiance à votre leadership. Et nous aurons l'occasion ce soir, puisque vous avez invité le président Zelensky, de poursuivre les échanges avec l'Ukraine et l'agenda à la fois de soutien à l'Ukraine, de pression sur la Russie avec des nouvelles sanctions, mais avec aussi une action déterminée à l'égard de la flotte fantôme russe. Olivier Weber, j'espère que vous êtes avec nous de retour. Un mot justement sur les propos d'Emmanuel Macron, donc qui parle de ce prêt et puis également de ce 20e paquet de sanctions contre la Russie qui a aussi été débloqué. Donc ce soir, on peut dire que c'est une petite victoire tout de même pour Zelensky.
Bien sûr, c'est une victoire diplomatique et bien sûr économique et politique. L'Europe assure la continuité de son soutien, donc face bien sûr à cet affaiblissement, c'est un euphémisme, la baisse de la garde américaine, tout ce qui était donc promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous savez, il y a un vieil adage qui disait qu'une guerre en chasse une autre, et là on voit bien que l'Europe, au contraire, a essayé de laisser au centre du jeu donc l'intérêt pour la guerre ukrainienne. C'est une bonne nouvelle également pour l'Europe, vous savez, est-ce qu'il y a cette cohésion qui est revenue avec cette règle du consensus qui est quasiment la règle commune, on va dire, pour toutes les décisions, sauf exception, avec le retour dans le giron européen de la Hongrie de Peter Magyar. Mais Orban aurait pu bloquer parce que le Premier ministre sortant est en poste jusqu'au moins 9 mai. On dit le 9 ou le 10 mai, c'est selon pour la date de la passation de pouvoir avec son successeur Peter Magyar. Il a choisi, lui, Viktor Orban, la continuité, une sorte de souplesse, on va dire, dans la transition, une transition douce avec son successeur. C'est donc une bonne nouvelle pour Zelensky, pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi pour la Hongrie. Sur justement cette Europe, Pascal Joannin, le Premier ministre bulgare, lui, Roumen Raden, est un pro-russe. Il vient d'obtenir la majorité absolue, me semble-t-il, au Parlement bulgare. Donc là, il y a eu cette chute d'Orban, mais tout d'un coup, l'émergence, l'arrivée de ce Premier ministre bulgare, risque-t-il de poser les mêmes problèmes qu'Orban? Alors, c'est pas sûr. D'abord parce que il vient pas du même parti que Viktor Orban. Il est plutôt sur on va dire un côté gauche de l'été. Oui, il était ancien communiste. Hein. Donc de l'échiquier gauche de l'échiquier politique, alors que Viktor Orban était plutôt à droite. Mais favorable à une reprise du dialogue avec les Russes. Mais voilà, alors les Bulgares, comment vous dire, ils avaient 8 élections depuis 5 ans. Il y avait 2 partis qui étaient toujours en tête, ils n'arrivaient pas à s'entendre, ou ils s'entendaient sur 9 mois, et puis après la coalition sautait. Donc le président a démissionné, il a pris en effet une coalition de centre-gauche, il s'est imposé, tant mieux pour lui, il y avait peut-être un besoin de changement. Maintenant, que va-t-il faire? Est-ce qu'il est le nouveau poil à gratter? C'est une question. Ou est-ce qu'il est ancien, il est ancien militaire? Il faut demander au général... pilote de chasse. Voilà, pilote de chasse. Donc, est-ce qu'il peut être un traître à l'Europe ou aller dans le camp adverse alors qu'il est ressortissant d'un État membre qui est un des plus pauvres de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union? Ils viennent de rentrer dans la zone euro, ils ont besoin des fonds européens. Donc, voilà, je pense qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi et que donc, en effet, il ne sera peut-être pas très pro-Ukraine, mais il ne sera pas non plus pro-russe comme l'était... il sera peut-être moins habile que Orban, voilà. Moins habile que Orban de récupérer à la fois Orban, les fonds européens. il était carrément... Enfin, il affichait une passion pour... à la fois pour Vladimir Poutine, mais il avait aussi une passion pour Donald Trump. Donc, vous voyez, c'était un double... voilà. Là, je ne pense pas que... C'est vrai que Donald Trump perd un allié important aussi. Exactement, il perd aussi une clé d'entrée dans l'Union européenne. On va écouter Volodymyr Zelensky, justement, ce qu'il a dit sur la situation en Ukraine. On l'écoute, président ukrainien. L'Ukraine ne perd pas cette guerre. Au cours des 10 derniers mois, nous sommes dans la situation la plus stable. Mais nous comprenons toujours que c'est très difficile pour nos hommes et qu'il est impossible de se relâcher. Nous soutiendrons notre armée par tous les moyens possibles. L'Ukraine ne perd pas à cette guerre. Je vais vous faire réagir, Paul Gogo, mais d'abord, général, que veut-il dire Zelensky sur le terrain? Bon, on a vu qu'il y a eu, et d'ailleurs vous le disiez il y a un instant, qu'il y a des frappes, des bombardements russes. Et d'ailleurs, il y a eu des bombardements russes en une nuit pendant la guerre au Moyen-Orient, probablement les pires jamais vécus par les Ukrainiens auparavant. Mais les Ukrainiens lancent des offensives qui ciblent ces nerfs stratégiques de l'appareil militaire russe. Donc, ils veulent désorganiser les infrastructures russes. Ils y parviennent. Si on parle d'équilibre entre les deux, quand il dit elle est plus stable depuis l'été dernier, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils ont réussi avec beaucoup d'imagination. Et là, il faut rendre hommage au nouveau ministre de la Défense ukrainien, qui était l'artisan d'ailleurs de la transformation numérique. Il a sauvé quelque part l'Ukraine en créant le lien avec Starlink, on s'en souvient au début du conflit. C'est un homme très innovant et je trouve que c'est très bien que Zelensky l'ait mis à cette place, à cet endroit. Il a complètement chamboulé, il a vraiment transformé profondément à la fois les doctrines et l'art de faire la guerre des Ukrainiens. Il a compris que de toute façon, il fallait limiter au maximum les pertes de vies humaines, pour des raisons éthiques et pour des raisons très concrètes de main-d'œuvre, si je puis dire. Et puis il y a une fatigue aussi du côté des soldats. Et alors, il a vraiment rendu, par exemple, les drones comme l'outil permanent de
de l'arsenal finalement ukrainien. Et en fait, il a développé, alors ça c'était déjà lancé avant lui, toute une gamme de moyens, depuis les moyens défensifs, là on pense surtout aux drones, chasseurs de drones, on ne va pas faire l'inventaire, mais c'est extrêmement inventif. Le dernier, a priori, il coûterait 1100 €. Ah oui, c'est très peu cher. Vous voyez, face à des drones qui coûtent des dizaines de milliers. Déjà, c'est pas très cher, mais là, pour le coup... Et d'ailleurs, ils sont partis dans le Golfe pour bien montrer aux pays arabes comment ils pouvaient se défendre contre cette menace. Mais ils ont aussi développé des missiles de croisière qui vont loin. Et là, ça leur permet de frapper, comme vous le disiez, dans la profondeur, c'est-à-dire les sites énergétiques, les voies ferrées pour éviter, en particulier dans la zone de Donetsk, le recomplètement par des réserves russes. Et les Russes perdent beaucoup d'hommes, d'ailleurs, dans cette région. Et puis... toutes les infrastructures, mais qui ont une vocation, ça il faut le souligner, militaire. C'est-à-dire des usines de drones, par exemple. Maintenant, ils sont capables, ils ont 2 types de drones qui vont très très loin, et ils sont capables, et qui sont précis, ils sont capables de frapper des usines de drones au cœur de la Russie européenne. Et ça, évidemment, ça déstabilise les Russes. Maintenant, on ne peut pas remplacer complètement le nombre. Les Russes sont en train de mettre beaucoup sur la table. C'est vrai que le front est à peu près stabilisé. On a passé l'hiver. Les Russes semblent se concentrer sur Donetsk et les fameuses forteresses. Évidemment, c'est l'axe majeur, c'est l'axe principal. Et dans le nord, ils essayent de dégager une zone tampon du côté de Kharkiv. C'est toujours difficile d'équilibrer quand même les efforts quand il y a un tel déséquilibre de masse. Mais je dois avouer que les Ukrainiens nous surprennent tous les jours et ils méritent notre soutien, avec la difficulté qui est de générer des capacités qui n'existent qu'en faible nombre. Je parlais des missiles patriotes tout à l'heure, les plus avancés parce que les Russes utilisent vraiment leurs missiles les plus avancés, leurs missiles balistiques les plus avancés. Ça rend l'exercice quand même assez difficile. Paul Gogo, sur la Russie justement, on a vu qu'il commençait à y avoir des critiques d'influenceurs autorisés entre guillemets par la Russie qui parlent de guerre et non plus d'opération spéciale. Pourquoi le pouvoir commence à se laisser critiquer ? Alors, je dirais plutôt qu'il s'est fait dépasser parce qu'en fait, cette femme à laquelle vous faites référence, en fait, elle s'exprime depuis Monaco. Donc, c'est déjà un profil très particulier dans la Russie d'aujourd'hui parce que dans la Russie d'aujourd'hui et de toujours, j'ai envie de dire, on considère que quelqu'un qui s'exprime depuis l'étranger, c'est quelqu'un qui est corrompu, qui a été retourné par les services de renseignement. Donc, à l'origine, ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Mais cette femme, pour une raison, alors, j'ai l'air mystérieuse, mais en fait, pas du tout mystérieuse, mais en tout cas, c'est assez étonnant de voir que son discours, c'est une vidéo de 18 minutes, a traversé toutes les couches de la censure russe, notamment du Kremlin, notamment les censures d'Internet, pour toucher plus de 20 millions de personnes, d'internautes. En Russie. En Russie. Et donc, il y a un moment où ce discours dans lequel, en fait, elle fait le bilan de tout ce qui ne va pas dans le pays en ce moment, et que tout le monde ressentait chacun de son côté, sauf que sans s'en rendre compte, ou alors peut-être qu'elle a ultra bien compris son pays depuis Monaco, mais sans s'en rendre compte, elle fait le lien entre tous ces problèmes, et elle dit aux Russes, parlez à votre voisin, parce qu'en fait, vous n'êtes pas seul à penser ça. Et donc, c'est là que ça devient dangereux pour le Kremlin. Et donc, le Kremlin, pour l'instant, compose avec ça, parce que quand quelqu'un parle à autant de monde d'un seul coup et se retrouve super médiatisé, on ne peut que prendre en compte la chose. Donc, d'un côté, Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a répondu en disant « Mais tout ça, on est au courant, on est en train de prendre en compte tout ça, Vladimir Poutine est très bien informé, il n'y a aucun problème. » Derrière, ils ont lancé la meute de blogueurs et de journalistes, enfin de propagandistes plutôt du pouvoir, qui sont en train de tomber sur cette femme pour justement la décrédibiliser. Et c'est pas impossible qu'ils s'en prennent à elle à distance dans les temps qui viennent, mais pour l'instant, ils peuvent pas parce qu'elle est devant la lumière, quoi, dans la lumière. Il y a une fatigue du côté aussi de l'armée russe. On a vu ce reportage dans Le Monde de ces trains, finalement, avec tous ces soldats russes totalement cassés, ivres, désespérés, qui viennent finalement de Sibérie, envoyés au front. On le ressent, ça, en Russie ? Oui, alors moi j'ai quitté la Russie à la mi-février et ce sont mes dernières expériences dans ce pays. C'est-à-dire que déjà, dès la banlieue de Moscou, et je parle bien de Moscou, on n'est pas au fin fond de la Sibérie, vous voyez déjà des hommes avec des jambes en moins, avec des bras en moins. Dans le centre-ville de Moscou, il y a aussi un bâtiment qui appartenait à une banque avant et qui aujourd'hui accueille les services en charge des aides sociales destinées aux militaires. Donc, dans ce quartier au cœur de Moscou, qui est un quartier festif en plus avant 2022, tous ces hipsters ou tous ces jeunes qu'on voyait faire la fête aujourd'hui, eux, ils ont quitté la Russie ou ils ne se montrent plus ici. Et vous avez des militaires avec des jambes et des bras en moins.
Ensuite, oui, vous avez tous ces faits divers qui apparaissent dans tout le pays. Et moi, mon dernier reportage, je l'ai fait à Rostov, dans le sud de la Russie. Et dans cette ville, il y a la morgue par laquelle passent tous les corps des soldats russes tués en Ukraine. Et tous les matins, vous avez des gens de toute la Russie qui viennent pour essayer de retrouver des traces de leurs proches, par les tatouages, par des tests ADN. Et ça commence à se savoir parce que maintenant, tous les villages, toutes les villes sont touchées et sont concernées, ont vécu ce genre de choses. Et donc, forcément, la guerre pèse. Et on parlait de cette blogueuse très critique du pouvoir. En fait, sa critique fonctionne aussi parce que la critique à l'origine, la fatigue à l'origine ou la frustration de la population à l'origine, c'est que cette guerre est interminable et que les Russes avaient envoyé le message à Vladimir Poutine quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ça y est, là, on va pouvoir toucher la fin de ce conflit. Et puis, plus d'un an après, on se rend compte qu'on n'approche toujours pas de cette fin. Et même pire, Vladimir Poutine, lui, est sur vraiment une rhétorique qui consiste à dire la guerre sera longue, voire éternelle, et la population doit se mobiliser jusqu'au bout. On a pour l'instant perdu moins de morts que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est terrible à entendre, et beaucoup de Russes n'acceptent pas ce message, mais c'est la vision du président russe. Et la vision, justement, côté ukrainien, Olivier Weber, vous qui y allez très régulièrement, il y a une fatigue des soldats, des difficultés aussi à faire de nouvelles recrues, à avoir de nouvelles recrues au sein de l'armée ukrainienne? Oui, bien sûr, c'est ce que me disaient encore les officiers ukrainiens il y a quelques semaines lors de mon dernier séjour en Ukraine. Je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous manque? Des armes, de l'aide, des munitions? Ils disaient non, principalement des hommes, parce que nos hommes n'ont pas assez de rotation, n'ont pas assez de repos, etc. Et nous n'avons pas assez de recrues. Et ce qu'ils disaient également, là, à la fois les civils, les politiques et les militaires, c'est que nous devons attendre le printemps. Le printemps, voilà, la fin du printemps, c'est vraiment la période la plus dure, et on y est pratiquement du côté ukrainien. Et donc, il y a tous les efforts qui ont été déployés par les généraux, par le ministre de la Défense sur le côté dronisation, sur le côté remplacement du renseignement américain défaillant, même s'il existe encore, mais le renseignement ukrainien est très très bon. Et puis troisièmement, l'audace, les frappes de la part des Ukrainiens avec des drones, mais aussi d'autres moyens. Il y a les drones aériens, il y a les drones navals également sur des cibles russes. Je parle surtout des sites pétroliers et des sites énergétiques à destination militaire, on va dire. Surtout, les civils le savent en Russie, ils savent très bien qu'à tel kilomètres de telle ville, il y a eu évidemment donc une raffinerie qui a été touchée ou des stocks pétroliers qui ont été touchés. On parle même de pollution dans certaines villes. À quelques centaines de kilomètres de Moscou, on est quand même assez loin de la frontière ukrainienne. Donc tout cela donne un petit peu du moral, on va dire, aux troupes ukrainiennes, mais aussi à l'arrière aux civils. Donc il y a ce cumul, on va dire, des trois éléments, le renseignement, la dronisation, deuxièmement l'efficacité des frappes et leur audace également, qui font que les Ukrainiens croient, alors non pas une victoire, mais ils croient surtout en fait que les Russes, eux, ne peuvent pas gagner. C'est vrai que le grignotage qu'on voit là depuis quelques mois est quand même extrêmement limité du côté russe. Il y a beaucoup de pertes, on parle de dizaines de milliers de pertes, donc personnel hors de combat, les morts du côté russe et les blessés du côté russe. C'est donc les chiffres qui circulent du côté donc des différents services de renseignement occidentaux, mais aussi des think tanks, des laboratoires de recherche. Et donc il y a une difficulté donc à compenser ces pertes des blessés et des morts. Et c'est toute la volonté de la part du ministre de la Défense ukrainien de frapper de manière à ce qu'il n'y ait plus assez de recrues et donc que le nombre de personnels hors de combat chaque mois soit supérieur au potentiel de recrutement des Russes. Et puis j'ajouterai aussi qu'il y a le côté économique. On sait très bien en Ukraine que les sanctions sont cumulées, que la guerre cumulativement avec les 4 années passées donc a beaucoup d'impact sur la vie quotidienne, sur l'économie, sur l'inflation, avec un taux directeur de la Banque centrale qui est encore à peu près à 15%, même s'il était abaissé par la directrice il y a quelques semaines. Et donc tout cela contribue donc à la difficulté économique du côté russe. Et en Ukraine, on croit beaucoup à cela, non pas tant de victoire militaire que, on va dire, une sorte d'arrêt des combats à cause des faillites à venir en 2026-2027 côté russe, mais aussi de la pression sociale par rapport à tout ce qui était donc ce pacte social passé dans les années 2000 de la part de Poutine avec les classes sociales en général du côté de la Russie. Les discussions, elles, sont au point mort entre, en tout cas, Russes et États-Unis et Ukraine. On attend toujours un nouveau round de discussion. Et en attendant, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur l'entrée de son pays dans l'Union européenne aujourd'hui. Manifestement, il est revenu à la charge. Il voudrait quelque chose qui ne soit pas symbolique, a-t-il dit. On va l'écouter. L'Ukraine n'a pas besoin d'une adhésion symbolique à l'Union européenne. L'Ukraine se défend elle-même et défend sans aucun doute l'Europe.
Elle défend l'Europe non pas symboliquement, mais réellement. Des gens meurent. Elle se défend avec tout ce qu'elle a, avec sa propre force. Tout le monde le reconnaît. Nous défendons des valeurs européennes communes. Je crois que nous méritons une adhésion pleine et entière à l'Union européenne. Pascal Joannin, donc il s'agit là d'ouverture de discussions, de clusters, des groupes de sujets de négociation pour préparer une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les Européens sont encore très divisés sur cette question. Lui, en tout cas, a l'air de dire on défend l'Europe, donc on mérite d'adhérer à l'Union européenne. Alors, les Européens ne sont pas divisés sur le fait que l'avenir de l'Ukraine est en Europe. Ils sont divisés peut-être sur le calendrier et le rythme. D'abord parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est candidate, il y a 9 pays qui frappent à la porte aujourd'hui à l'heure à laquelle on se parle, qu'il y a des procès, la Moldavie, les 6 pays des Balkans et la Turquie. Donc l'Islande bientôt. Et bientôt l'Islande qui fera un référendum au mois d'août. Voilà. Après avoir en effet rompu les négociations. Donc là, l'Ukraine, quand elle a une des premières mesures qui a été prise après l'attaque russe, c'est qu'elle a demandé en effet à adhérer à l'Union européenne et cette décision a été prise très rapidement, au mois de juin. Donc on a eu un calendrier accéléré, donc en effet de dire, en effet, on va ouvrir des négociations. Maintenant, il faut se rendre compte que l'Union européenne a créé depuis 75 ans, 76 bientôt, un corpus. Il faut pouvoir en effet être à la hauteur. Il y a en effet des choses qui vont bien en Ukraine, mais des choses qui vont pas très bien. Et on l'a vu d'ailleurs dans le paquet d'aide à l'Ukraine, il y a plein de conditions pour qu'en effet ça soit utilisé à bon escient, si je puis dire. Et puis il y a en effet le fait qu'ils sont en guerre et que donc en effet la grande partie de la mobilisation de l'énergie de la population, etc., c'est ou de se défendre ou d'aider le truc. Et donc dans les mêmes temps, on ne peut pas être à 100% sur remplir tous les documents qu'on doit remplir pour l'élargissement. Ceci étant dit, il faut donner un message aux Ukrainiens comme à d'autres pour montrer que ces négociations ne vont pas durer éternellement, mais il faut aussi se rendre compte qu'on doit aussi expliquer que ça ne peut pas être fait tout de suite. Ils ne sont pas prêts, nous ne le sommes pas. Et donc, mais là, il revient à la charge. Mais il revient à la charge, c'est son rôle. Il dit c'est la guerre qui se fait aujourd'hui chez moi, c'est la guerre qui pourrait se faire chez vous demain si vous ne m'aidez pas. J'ai besoin de vous parce que les Américains nous ont laissé tomber et que cette dette à l'Ukraine de 90 milliards, elle vient à point nommé à un moment où on en a besoin. Mais c'est pas suffisant, si je puis dire. Il faudra que vous pensiez à aller plus loin, etc. Et on va demander des années. On va demander des années. On vient d'ouvrir, pour la petite histoire, aujourd'hui des négociations pour entrer en effet dans le dur avec le Monténégro, qui est un candidat, qui est un plus petit pays, parce que lui, il a rempli tous les chapitres. Donc, vis-à-vis des autres, on peut dire, oui, lui, il ne faudrait pas que l'Ukraine, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire traîner l'Ukraine, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que l'Ukraine passe devant ceux qui sont là depuis longtemps, parce qu'en effet, c'est un pays en guerre, etc., et qu'on mette deux poids, deux mesures sur, en effet, les process de l'élargissement. Ce serait un problème, une rupture du principe d'égalité dans les candidatures. Et en plus, on a le sommet à Chypre. Et qu'est-ce que disent les Chypriotes ? C'est quand même, c'est un pays en guerre, donc on n'a pas complètement le territoire, en effet, il n'y a pas eu de pourparlers, de paix, de machin. Parce qu'il est divisé en deux. Et Chypre dit, nous aussi, on a été attaqués par la Turquie ne nous a jamais libérés, on ne reconnaît pas, il n'y a personne qui reconnaît, etc. Mais voilà, et on s'était déjà posé la question à Chypre à ce moment-là, mais on a fait intégrer l'île de Chypre intégralement, sauf que la partie nord est toujours occupée illégalement par les Turcs. Général Paloméros, pourquoi, à votre avis, Zelensky insiste autant dans cette adhésion à l'Union européenne, alors que c'est plus politique, disons, que... C'est son métier, c'est son rôle, c'est son devoir. C'est de donner une perspective aux Ukrainiens. Ils vivent sous les bombes, ils vivent sous les missiles. Et la moindre des choses, c'est qu'il essaye de leur donner une perspective. Je ne sais pas s'il y croit fondamentalement. Nous, Européens, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé après, à la fin de la guerre froide. A-t-on bien intégré les pays qui nous ont rejoints ? J'ai des doutes sur certains points, et c'est normal, c'était une nouveauté. Est-on allé trop vite ? Mon sentiment, d'abord, au sein du traité de l'Union européenne, et vous le savez, il y a un accord de défense collective, qui est un peu le miroir de l'article 5. On en pense qu'on en veut sur la capacité des Européens
à le mettre Pour en œuvre, l'instant, n'empêche oui. qu'il existe. Et ça, c'est irrémédiable tant que de même que l'adhésion à l'OTAN, tant que l'Ukraine est en guerre. Mais ça n'empêche pas, et c'est là que je veux en venir, que dans l'esprit, et surtout dans les faits, comme c'est le cas aujourd'hui avec ces 90 milliards, l'Ukraine est européenne, parce que nous la soutenons. Pourquoi nous la soutenons? Parce qu'elle partage nos valeurs, parce qu'on veut se définir un avenir commun, et parce qu'on veut qu'elle résiste, et qu'elle subsiste comme nation souveraine, et donc partie du club européen. Il y a aujourd'hui... Elle pourrait avoir un accord d'association, il pourrait y avoir... Il y a déjà un accord d'association. Il y a une coalition des plus. volontaires. Il y a une coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine. Cette coalition, elle comprend la Grande-Bretagne, elle comprend la Norvège, elle comprend des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. européens. Donc il y a moyen de créer une dynamique où, sur l'essentiel, on se rejoint. Après, il faudra que l'équilibre subtil et fragile de l'Union européenne ne prenne pas un coup fatal non plus avec l'arrivée d'un mastodonte, si vous voulez. Mais ça, bon, on verra dans le temps. En tout cas, lui, il a envie que Bien sûr, le mais mastodonte rentre de manière totale dans cette Union européenne. Comment, Paul Gogo, la Russie perçoit, parce qu'on sait à quel point tout le discours de propagande de Poutine est très anti-européen, enfin, évidemment très anti-ukrainien, puisque ce sont des nazis. Comment perçoit-il Poutine cette volonté absolue de Zelensky de vouloir rentrer dans l'Europe? C'est ce que j'allais justement vous répondre, c'est que je pense qu'il a mis l'Union européenne au premier rang, Volodymyr Zelensky, parce qu'il a compris que l'OTAN, c'était... alors la Russie a fait de l'OTAN une ligne rouge ultime, et tout ce qui est ligne rouge, même si l'Ukraine a dépassé énormément de lignes rouges russes, ça a tendance à un peu plus toucher les Européens. Donc il a compris, Volodymyr Zelensky, et puis je crois qu'au sein de l'OTAN d'ailleurs, il n'est pas question pour l'instant que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc il a compris que ça n'avancerait pas ce dossier-là. Et sur l'Union européenne, le Kremlin en fait a toujours été un peu plus flou, parce qu'à l'origine il s'en fiche de l'Union européenne, Vladimir Poutine. Et donc il y a un côté un peu plus sûr pour Volodymyr Zelensky, dire vous pouvez m'accepter, ça ne va pas plus exciter Vladimir Poutine, pour dire ça comme ça. C'est quelque chose d'assez sûr en fait, une alliance qu'on peut construire ensemble. Alors il y a effectivement la question militaire dans une période où nous, Européens, on essaie de s'entendre d'un point de vue militaire. Je n'irai pas parler d'armée européenne, je n'oserais pas, surtout devant vous. Mais en tout cas, on essaye au moins de s'entendre sur ce sujet-là au minimum. C'est clair que d'avoir un pays en guerre qui entrerait dans l'Union, ça poserait énormément de questions. Et d'ailleurs, je trouve que Volodymyr Zelensky, presque, il se contredit dans son message, parce qu'en fait, lui, il ne veut pas une demi-adhésion, enfin, il ne veut pas une adhésion plutôt symbolique. Et donc, ça implique que pour entrer dans l'Union européenne, il faut qu'il respecte toutes les règles dont vous parliez. Et lui-même, on n'y est pas encore. Et voilà, lui-même, non, on n'y est pas. Encore. Les plus optimistes disent 2030, donc, ou pour le Monténégro peut-être un petit peu avant, mais et voilà, il faut être réaliste, c'est-à-dire que il faut déjà avoir fait le maximum des choses. On peut donner des gages, on peut donner des signaux, on peut l'associer à des choses d'ores et déjà, comme vous l'avez dit, général. Donc il y a déjà des choses dans lesquelles et donc c'est pas. Mais l'adhésion pleine et entière, de toute façon, il n'y a pas de demi-adhésion. Hein. On entre, comme on vous entre disiez, il y a certains pays comme le Monténégro qui le pays se prononce. Le pays se prononce. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'élection depuis la guerre. Donc comment voulez-vous faire un référendum au moment, enfin un référendum où demander à la population, parce que c'est ça, oui. La contrepartie, c'est moi je suis d'accord pour rentrer, mais est-ce que vous, Ukrainiens, vous êtes d'accord pour rentrer? On voit mal comment ça pourrait se faire alors qu'il n'y a pas eu de scrutin. Et il faudrait que la même chose se fasse du côté européen. Donc il serait quand même, il faut quand même tout préparer pour pas avoir en effet un non qui viendrait dire on veut pas des Ukrainiens. Donc ça se prépare diplomatiquement, ça se prépare politiquement pour éviter en effet le crash et ça prendra des années. Voilà. Pourquoi, à votre avis, Olivier Weber, vous qui les connaissez bien, les Ukrainiens, pourquoi une telle insistance de la part de Zelensky alors qu'il sait que l'Europe ne veut pas le faire, ne veut pas d'adhésion pendant la guerre, donc il faut d'abord qu'il y ait au moins un cessez-le-feu. Pourquoi une telle insistance ? Alors, il y a un intérêt politique évident de la part de Zelensky que de demander l'adhésion depuis 2024, donc c'est officiel, de son pays à l'Union européenne, pour des raisons politiques, mais aussi militaires et surtout économiques. Après, et c'est ce qui m'a toujours frappé en Ukraine dès le début de la guerre, c'est cette adéquation des valeurs de la part des Ukrainiens aux valeurs européennes, et surtout de la part des plus jeunes, des 20 ans, 25 ans, 30 ans, et quelques-uns d'ailleurs qui n'avaient même pas l'âge de manifester lors des manifestations de Maïdan en 2014, qui étaient encore adolescents, et disent « mais ce sont nos valeurs, c'est cette liberté, ces libertés qu'on revendique ».
Et ils disent d'ailleurs eux-mêmes, jusqu'aux militaires, mais le mur de Berlin, le nouveau mur de Berlin, il est là, de l'autre côté de la ligne de front, du côté russe. Donc nous sommes de votre côté, on veut ces libertés politiques, libertés religieuses, liberté d'expression, liberté de la presse, etc. Donc c'est une base beaucoup plus large que la base, évidemment, électorale de Zelensky. Ça, c'est du côté ukrainien. Après, évidemment, du côté européen, il y a toute la mise en conformité, comme on le dit, hein, donc cet examen des différents chapitres de l'adhésion, il y en a 4 principalement, c'est l'état de droit, deuxièmement c'est la corruption, troisièmement c'est la gouvernance économique et quatrièmement l'administration publique. On sait que le bas blesse en particulier sur la corruption. Vous savez, le dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne, c'est la Croatie. En juillet 2013, j'y étais allé avant et pendant l'adhésion pour les cérémonies de juillet 2013, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans, donc depuis 2003, la Croatie était candidate. Et ça a pris 10 ans de plus, donc jusqu'en 2023, pour que la Croatie intègre la zone euro, l'espace Schengen. Alors pourquoi ça a pris 10 ans? Simplement parce que les États européens, et ça, évidemment, on le disait tout le temps dans les couloirs du Quai d'Orsay à Paris, les États européens étaient un peu frileux et avaient peur de ce qui s'était passé auparavant avec 2 anciens pays de l'Est, qui étaient la Roumanie et la Bulgarie. Donc on disait qu'une partie des députés, une infime partie, mais quand même une partie des députés et des sénateurs des 2 pays étaient proches de la criminalité organisée. Donc on se référait bien sûr à ce chapitre de lutte contre la corruption dont je parlais. Donc ça va prendre du temps que cette mise en conformité, cela peut prendre des années, il y a effectivement l'horizon de 2030, mais en tout cas, ce qui est important pour Zelensky et pour l'Ukraine, c'est d'être sur les rails, de bénéficier de ce mécanisme d'adhésion, d'être déjà candidat depuis 2 ans maintenant, donc depuis juin 2024. Et évidemment, on peut penser qu'avec les questions que vous posiez tout à l'heure, Stéphanie Antoine, par rapport à la Hongrie, qu'un verrou a sauté avec la Hongrie. Justement, il y a beaucoup plus de cohésion, il y a beaucoup plus d'unanimité, on va dire, au sein de l'Union européenne pour que cette évolution puisse être accélérée, même si évidemment on reste avec un cas exceptionnel dans l'histoire de l'Union européenne que de vouloir intégrer un pays en guerre. Mais c'est en bonne marche et évidemment, je pense qu'il y a intérêt de deux côtés, du côté de l'Union européenne, du côté de l'Ukraine, si les calendriers et si les 4 critères dont je parlais sont tout à fait respectés et mis en conformité, comme on dit à la Commission européenne. Et puis ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on tape beaucoup sur l'Europe une fois qu'on y est, et puis on se rend compte qu'il y a quand même de nombreux pays, de plus en plus d'ailleurs, qui frappent à la porte de l'Union européenne. Donc parlons de l'Islande, parce que manifestement là, en Arctique, eh bien, ils ont un peu changé d'avis quand ils voient la politique de Trump, donc ça les rapproche de l'Union européenne. L'Islande qui pourrait rentrer dans l'Union européenne, c'est quand même intéressant. Ils sont en train de revoir les accords sur la pêche. Ça aussi, d'un point de vue militaire, ça changerait aussi peut-être un peu la donne sur une stratégie en Arctique. On voit bien qu'on se rapproche un peu d'une adéquation des préoccupations otaniennes du cœur de l'OTAN et européenne. Je parlais de la coalition des volontaires. C'est typiquement... Vous y croyez à la coalition des volontaires? Ah oui, mais c'est une chance. Oui, mais pour l'instant, concrètement, c'est une volonté politique. Écoutez, c'est une volonté qui est là pour préparer la suite, en quelque sorte. Mais en préparant la suite, en fait, ils préparent aussi le court terme. Ça veut dire qu'ils apprennent à travailler ensemble, ils regardent ensemble tous ces problèmes stratégiques. Je crois que il faut continuer cet élan pour montrer que la défense de l'Europe, ce n'est pas uniquement, évidemment, l'Union européenne. Ça recouvre des pays comme, je citais, la Grande-Bretagne, la Norvège et pourquoi pas la Turquie. Et que si un jour, nos amis américains, ils le sont toujours, décident pour une raison ou pour une autre, soit de quitter, soit de s'absenter momentanément de l'OTAN, eh bien, il faudra qu'ensemble, on soit capable non seulement de faire face, mais aussi de s'appuyer sur un pays comme l'Ukraine, qui aura peut-être l'industrie de défense la plus avancée en sortant de cette guerre. Avec tout ce qu'ils apprennent, ils vont finir par nous apprendre aussi beaucoup de choses. Et ça c'est intéressant pour notre défense. Donc, ne rejetons pas cette idée qu'on peut construire l'Europe différemment, en fonction, bien sûr, des valeurs, mais en fonction des capacités, et en tout cas dans le domaine militaire. Et ça sera vraiment utile d'avoir tout ça de notre côté, de manière à faire face à un deuxième choc, si nécessaire. On ne sait pas ce que Poutine aura en tête après, et on ne sait d'ailleurs pas ce que sera l'après, mais autant le préparer ensemble. Paul Gauguin, vous disiez que là, pour l'instant, Vladimir Poutine et des négociations, on en est très loin, ou ça serait de toute façon pour une capitulation totale de l'Ukraine? Ça ne change pas là Oui, c'est ça, ça ne change pas. C'est vraiment la même chose depuis toujours, depuis même, je dirais, jusqu'à 2022 et même 2014. En fait, il n'y a pas vraiment de négociation, et c'est aussi pour ça que c'est au point mort, parce que quand vous avez une partie de cette négociation
qui ne veut pas négocier, tout simplement, et qui fait semblant de vouloir négocier, mais qui ne négocie rien du tout. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a bien un moment où la guerre va s'arrêter. Oui, théoriquement, oui. Et effectivement, à côté russe, on peut estimer que l'économie est une limite ou peut devenir une limite assez forte à la continuation de cette guerre. La population aussi, peut-être, on parlait de cette blogueuse, peut-être qu'à un moment, j'y crois moyennement, mais peut-être qu'à un moment, la pression de la population va quand même atteindre le Kremlin. Et le Kremlin va se dire, là, il faut une pause. On a déjà vécu ça entre 2014 et 2022. Il y a eu plein de cessez-le-feu. Ça a arrangé le Kremlin pour certaines raisons. C'est pas impossible d'imaginer ça. Cette économie, en plus, apporte des difficultés pour remplir les rangs, parce qu'en fait, beaucoup de soldats s'engagent dans l'armée russe aujourd'hui pour l'argent. Donc, s'ils sont payés moins cher, il y a moins de soldats qui s'engagent. Donc oui, ça, ce sont des difficultés qui peuvent amener le Kremlin à changer sa stratégie. Mais changer sa stratégie ne veut pas forcément dire qu'il va négocier ou accepter des concessions sur tel ou tel sujet. A priori, Vladimir Poutine est parti pour mourir dans un esprit de pas de concessions. C'est ma guerre, il faut que je la remporte à 100%. Il n'y aura pas de demi-mesure. Et si elle doit continuer des années, on la continuera. En tout cas, c'est la rhétorique du Kremlin pour le moment, avec les limites derrière dont je viens de parler. Olivier Weber, est-ce que Zelensky pourrait accepter de renoncer à une partie du territoire ? Donbass. C'est très compliqué, évidemment, parce que il se mettra à dos une partie électorat et une bonne partie, bien sûr, de l'Ukraine. Mais c'est une petite musique qu'on entend en Ukraine, même chez les officiels, qui est de dire, finalement, cette guerre nous coûte extrêmement cher, surtout en ressources humaines, dans un pays qui a moins de 38 millions d'habitants, donc 4 fois moins peuplé que la Russie. Et certains officiels disent que non, on est plutôt 34 ou 35 millions d'Ukrainiens actuellement. Donc, difficulté, bien sûr, à fournir les rangs militaires. Après, donc, ces officiels et ce que l'on dit, donc aussi, ou ce qu'on lit entre les lignes du côté ukrainien, c'est qu'on pourrait s'accommoder d'un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu avec une paix négociée durable, évidemment, qui ne recommencerait pas dans quelques mois, quelques années. Et évidemment, les Ukrainiens auront le cœur fendu que de concéder la perte de la Crimée, que de concéder la perte du Donbass et des autres oblasts, des autres régions. Mais certains disent on n'a pas le choix. Ce qu'on veut, c'est vraiment une paix honorable. Des deux côtés, on sent bien qu'il faut garder la face aussi du côté de la Russie, même si il y a une haine totale, évidemment, pour Poutine. Mais en tout cas, il y a un espace nouveau de négociation qu'on sent poindre pour pouvoir limiter la casse, en quelque sorte. Et en même temps, c'est vrai qu'on parie beaucoup du côté ukrainien sur l'effet cumulatif des sanctions et les pertes économiques, avec peut-être, comme l'ont fait remonter d'ailleurs des chefs d'entreprise russes au Kremlin, avec peut-être des faillites massives en fin 2026 et dans le courant de 2027. Donc c'est un argument qu'on étudie beaucoup du côté ukrainien. Mais évidemment, il faut rester conscient que cette population est exsangue. L'armée également est exsangue, même si elle marque des points avec ses frappes audacieuses dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, cette armée est surtout sur la défensive. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile. C'est un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire qu'il y a un défenseur pour 3 ou 4 assaillants du côté russe, avec beaucoup plus d'exposition, évidemment, de ces attaques pour le côté russe. Mais en tout cas, bien sûr, il y a une fenêtre potentielle, on va dire, pour une négociation, tout en sachant que la guerre, là aussi, peut durer aussi encore des années du côté ukrainien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Weber. Merci, Général Paloméros, d'avoir été avec nous. Pascal Joannin, merci beaucoup. Merci, Paul Gogo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous en régie.